le plan d'autonomie marocain comme seule base de négociation pour aboutir à un règlement définitif du conflit. Il y a un avant et un après 31 octobre 2025. Et c'est vraiment une date à marquer de marbre. Le plus grand a-t-il été fait et le plus gros reste-t-il à faire? Avec un point d'interrogation. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous, Maroc, État-nation, ancestral, ancien, plus de 12 siècles d'histoire, nous permettre d'être coupés de nos racines par justement nos territoires sahariens. On est à la veille du 50e anniversaire de la Marche verte, 6 novembre 1975 et 6 novembre 2025. Donc 50 ans se sont écoulés. Cette résolution qui a été votée avec l'organisation et de la Marche verte, qu'il y a un esprit de cette Marche verte et un esprit tout simplement de la nation qui fait corps à tous les niveaux. Ce sujet qui est crucial de recensement, de refaire émerger l'autre enjeu aussi, en tout cas pour certains, du référendum. Donc les parties prenantes, le Front Polisario et l'Algérie, là directement face à nous, mais il y en avait aussi des adversaires idéologiques et au niveau doctrinal. Plus largement du continent africain, c'est effectivement que ces deux puissances continentales, à savoir le Maroc et l'Algérie, arrivent à trouver un terrain d'entente. Oui, du côté de l'Algérie, de se poser la question, si je ne m'assois pas, qui est en mauvaise posture aussi au niveau des négociations. Les négociations, c'est entre deux parties. Au niveau de ce que veut peut-être l'Algérie en termes de négociations, arriver à une solution. Parce que il faut rappeler que le Front Polisario, il est hébergé sur son territoire. Bienvenue dans votre émission de débat 7e Sens, l'ODJ, dédié à donner du sens au sens, avec comme invité celui qui va donner du sens, encore plus de sens au sens, Ali Moutaïb. Cher Rachid, merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir, c'est toujours un plaisir. C'est Ali, merci beaucoup de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, conseiller en stratégie et que vous êtes également président de la fondation GGSF. Oui, Global Governance and Sovereignty Foundation. Voilà, un think tank qui traite des affaires stratégiques, des questions de souveraineté, basé à Rabat. Voilà. Basé à Rabat, les questions de souveraineté, ça va nous intéresser énormément dans ce débat aujourd'hui avec vous, 7e Sens, parce que je rappelle, on reviendra aussi sur l'événement que vous organisez, pas que vous, mais aussi il y a toute une team, toute une équipe autour des enjeux de défense et sécurité au niveau de l'Afrique atlantique. Tout à fait. La thématique d'aujourd'hui, 7e Sens, à la lumière, on est à J+3, J+4 de cette résolution historique, percée diplomatique et succès diplomatique au Conseil de sécurité New York, qui consacre le plan d'autonomie marocain comme seule base de négociation pour aboutir à un règlement définitif du conflit, une solution politique qui soit à la fois politique et à la fois durable. Autour de cette interrogation avec vous, Ali Moutaïb, le plus grand a-t-il été fait et le plus gros reste-t-il à faire? Avec un point d'interrogation. Excellente question. Tout d'abord, c'est Rachid. C'est un moment historique. On va citer Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il y a un avant et un après 31 octobre 2025. Et c'est vraiment une date à marquer de marbre par rapport à ce succès diplomatique. Pour l'expliquer peut-être à vos auditeurs, téléspectateurs, il faut savoir que c'est une course de longue haleine qui concerne plusieurs domaines, pas seulement l'aspect diplomatique. On viendra qu'on revient de loin pour arriver justement à cette résolution historique, mais aussi par rapport à tant d'efforts et de sacrifices, surtout qu'on est à quelques jours du 50e, symboliquement du 50e anniversaire de la Marche verte, et donc d'un sacrifice qui a commencé depuis 50 ans, que ce soit au niveau civil, mais aussi par rapport aux sacrifices faits militaires. Je pense que nous pouvons rendre hommage je pense que la majorité, beaucoup de familles marocaines ont sacrifié par le sang pour justement conserver cette terre, cette racine, parce que même au niveau géopolitique et au niveau historique, nous ne pouvons pas nous permettre, nous, Maroc, État-nation, ancestral, ancien, plus de 12 siècles d'histoire, nous permettre d'être coupés de nos racines par justement nos territoires sahariens. Et aujourd'hui, pourquoi c'est important et pourquoi je cite cela, le 31 octobre vient vraiment consolider, en tout cas donner une grande avancée très symbolique et importante, diplomatique, pour consacrer une solution pragmatique, en fait. Ça démontre aussi le pragmatisme de... Dans son on parlait de solution la plus réaliste et la plus réalisable. En fait, c'est ça les termes qui ont été employés dans la résolution. Tout à fait. Sans faire tout un historique par rapport à justement aux efforts de notre question nationale, mais disons qu'on revient de loin, y compris dans l'histoire, où c'est un conflit qui est ancien, né aussi avec un peu les remous de la guerre froide. On avait plusieurs... non seulement on avait notre voisin direct qui était contre nous, nous avions la Libye aussi qui entrait
entraîné le Polisario, les pays du bloc de l'Est voilà, qui soutenaient. Nous étions isolés, y compris des fois dans des termes où on était vraiment dans des situations peu confortables au niveau militaire, avec peu de soutien. On se souvient de l'administration de Carter, voilà, qui nous avait l'embargo, avant de revenir. Pour rappeler justement, notamment aux plus jeunes des auditeurs, que nous avons remporté ce conflit avec beaucoup d'efforts et de sacrifices, tant au niveau humain, militaire, mais financier aussi. Ça nous a coûté une crise dans les années 80, une crise financière très importante. Pour 91, première date symbolique, gagner militairement. Nous avons d'abord remporté justement ce territoire, parce qu'il faut le rappeler aux nos plus jeunes, notamment auditeurs, que c'était une guerre réelle qui a eu lieu entre 75 et 91, avec une milice qui était armée, soutenue financièrement par un voisin qui avait des ressources naturelles qui étaient orientées totalement vers cette guerre. Donc remporté militairement avec le cessez-le-feu qui a eu en 91, et des pourparlers, des négociations qui ont pris du temps, on ne va pas revenir sur tout l'historique. Plus de 2200 résolutions onusiennes concernant le dossier de suivi de Sarah. Voilà. Mais lorsque vous dites ça, c'est intéressant d'ailleurs de démarrer, alors, surtout venant de vous, parce que vous faites partie, je ne sais pas si c'est la génération Gen Z, Gen Z ou pas. C'est ce qu'on appelle, vous savez, les nomenclatures ont été faites, je ne sais plus par quel consultant, par quel chercheur, mais on va dire la génération dite Y, milléniale, voilà. Oui, millénium, complètement. Tout à fait. L'entre-deux, voilà, celle qui est entre deux mondes. Est-ce qu'effectivement, vous avez repris le phrasé du souverain, plus haute autorité de l'État, c'est vendredi soir, discours royal. Il y aura un avant et un après 31 octobre 2025, mais vous êtes tout de suite vous avez glissé sur le fait que vous êtes revenu à cette date, ou à cette période en tout cas, du 6 novembre 75, et dire, ben voilà, aussi en rendant hommage à celles et ceux aussi qui ont payé de leur vie. Tout à fait. Certains, d'ailleurs, beaucoup trop nombreux qui ont péri. Et puis le coût financier également pour l'État et le coût économique qui a fait que dans les années 80... Quand on parle de cause nationale, c'est une cause qui concerne justement tout le pan justement de notre État et de la population. Tout le monde est concerné. Cette avancée, ce succès diplomatique, quelque part, il y a aussi, c'est aussi l'engagement. Qui a été fait pas que par les 350 000 marcheurs en 1975 et le 6 novembre, c'est aussi leur réussite. Et c'est avant tout la réussite à eux. Bien sûr, tout à fait. Puis on a tous, je pense, grandi avec cette épopée. On espère tous avoir fait partie justement de cette épopée pour aller, qui est une opération absolument extraordinaire qui a été menée par Feu Sa Majesté Hassan II. Et c'était Ahmed Osman d'ailleurs à l'époque qui était Premier ministre. Et c'est lui qui était en charge justement d'encadrer, d'initier, plus les forces armées royales. Et donc c'était une démarche assez exceptionnelle en termes y compris d'opérations psychologiques face à l'ancien colon espagnol, voilà, qui ne comptait pas justement partir si facilement, lâcher si facilement justement ce territoire. Et donc aller justement avec la volonté de la population, le chiffre symbolique 350 000 marcheurs et justement le Coran comme arme spirituelle symbolique. Classe très populaire, les 350 000 personnes, c'était essentiellement des gens qui étaient plutôt dans des situations économiques et sociales extrêmement difficiles, c'est-à-dire c'était des gens pauvres et qui étaient armés à cette époque-là, pas d'une arme à feu, pas d'une Kalachnikov, je crois qu'elle n'existait pas d'ailleurs à cette époque-là, mais d'un Coran. Donc face à une armée, partir à la conquête, une armée coloniale, une armée espagnole qui n'a pas ouvert le feu, tout à fait. qui a eu un comportement pacifique, tout à fait. Comme la solution pacifique d'ailleurs qui a été consacrée par les membres du Conseil de sécurité le 31 octobre. Donc par rapport à cette résolution, qualifiée bien entendu d'historique, qui a pour nom de code 2797 d'ailleurs, c'est son numéro. Qu'est-ce que vous dites vous là-dessus? On a eu beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'analystes qui ont adossé les qualificatifs. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, s'est exprimé sur 2M. C'était samedi soir, interpellé par je vais dire mes confrères journalistes en tout cas, et qui a qualifié cette résolution de rupture. Voilà, avec cette centralité, seul socle de négociation pour des négociations. Valeur aujourd'hui à J+2, J+3, J+4. On se dit voilà, ok, d'accord, il y a une dimension et un symbole très politique extrêmement fort, mais certains considèrent que le plus dur commence maintenant. Tout d'abord, il faut, c'est Rachid,
Effectivement, avant d'aller, ça ne veut pas dire que le travail, justement, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau, justement, de l'État, va s'arrêter ici. Bien au contraire, c'est au contraire le démarrage de beaucoup de choses, tant au niveau de notre diplomatie, mais aussi au niveau géopolitique, mais aussi de nos politiques nationales, par rapport à la consolidation de cette avancée majeure. Mais j'aimerais dire, dans un premier temps, savourant aussi. Permettons-nous de savourer aussi ce moment. J'adore le titre de votre émission, justement, trouver du sens. Donner du sens au sens. Donner du sens au sens. Je pense que l'un des sens on va dire, là on peut trouver du sens par rapport à ce genre de démarche de manière générale, surtout à l'ère de notre monde moderne, postmoderne, tout ce qu'on veut, où tout va très vite. Il faut savoir savourer ces moments pour faire aussi une introspection et une réflexion par rapport où on était, où on va. Par rapport à cette résolution-là, pour reprendre justement peut-être un petit commentaire, c'est de voir de là où on est parti. Dès la proposition justement très pragmatique, effectivement, l'idée par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, et du plan d'autonomie marocain, tout à 2007. Fait, en 2007. On revient, on s'est engagé dans une bataille diplomatique où on avait justement pas que des avantages. Je cite, voilà, l'appel, on ne va pas rentrer dans les détails, je ne sais pas si le format de l'émission le permet, mais on est passé d'une administration Obama défavorable. On se souvient de l'épisode, de ce qui s'est passé en 2013, avec notamment la représentante des États-Unis, Susan Rice, qui voulait mettre justement une résolution très défavorable, non seulement qui ne parle pas du plan d'autonomie. Ban Ki-moon, d'ailleurs, je crois, qui était secrétaire général des Nations Unies. À l'époque, on ne parlait même pas du plan d'autonomie dans la résolution. Savoir voilà d'où on revient. On parlait que de l'option du référendum d'indépendance, et puis on parlait justement de l'élargissement, de question de surveillance des droits de l'homme. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un rapport de la Fondation Kennedy aussi qui avait mis l'accent sur un déficit en matière de droits humains et de respect des droits humains. Donc on était face non seulement à des adversaires et à l'autre partie prenante, à savoir l'Algérie. C'était des adversaires idéologiques à l'époque. Là, c'est intéressant que vous reveniez à cette époque-là, Ali Moutib. Est-ce que à cette époque-là, c'est effectivement, il y avait des hostilités essentiellement idéologiques? Et que... Pas seulement, mais largement. En fait, il y avait soit des types d'adversaires, des compétiteurs directs par rapport à notre question, donc les parties prenantes, le Front Polisario et l'Algérie, là directement face à nous, mais il y en avait aussi des adversaires idéologiques. Et au niveau doctrinal, l'administration démocrate qui est très, justement... paradoxalement, mais ça fait partie de l'histoire des idées, très interventionniste, voilà, par rapport à cela. Donc pour des questions d'uniformisation, ou d'avoir justement un monde un peu utopique des droits de l'homme un peu partout, paradoxalement adopte une démarche très agressive et interventionniste à l'international. Et c'était un peu le cas de l'administration un peu Obama à l'époque, et c'était le cas du secrétaire général de l'ONU à l'époque, Ban Ki-moon, on se souvient, qui est passé visiter les camps de Tindouf sans passer par la case rabat, et surtout qui nous avait qualifié de mémoire, si je ne me trompe pas, d'armée d'occupation, enfin d'occupants. Ce qui était contraire à tous les usages diplomatiques et au langage diplomatique de l'époque, ce qui a provoqué... Est-ce que ça a changé ça aujourd'hui, avec à la lumière de cette résolution qui a été largement, on va dire, votée, parce que je veux dire, 11 pays, on pensait qu'on allait avoir 9 votes favorables, tout le compte a été fait, on était à 6, rappelez-vous, ce qu'a d'ailleurs rappelé ou annoncé Nasser Bouyta en disant que c'est le roi Mohamed VI en personne, en tant que roi, qui a pris son téléphone pour appeler certains chefs d'État pour arriver à une victoire beaucoup plus large et non contestable. D'ailleurs, est-ce que effectivement ces attentes aussi de pays sur la question des droits de l'homme, sur la question de la démocratie locale, sur la question de la contribution et de la participation effective d'une citoyenneté pleine, est-ce que tout ça a changé ? Alors aujourd'hui, parce que... Le monde a changé depuis. Il y a plusieurs éléments. En fait, il y a un concours de circonstances. Il y a d'abord, c'est très important que vous le citiez, parce que effectivement, l'interview du ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bouyta, est très intéressante à ce propos. Il y a une implication totale, et notamment au plus haut niveau de l'État, c'est à savoir l'implication directe du souverain, du roi Mohamed VI, pour parvenir justement à cette percée diplomatique. Ça démontre symboliquement, en fait, le parallèle avec l'organisation et de la marche verte, qu'il y a un esprit de cette marche verte et un esprit tout simplement de la nation qui fait corps à tous les niveaux, du plus haut niveau de l'État, justement. Il y a un qui fait cascade, qui descend en cascade. Exactement, pour parvenir justement à ces résultats.
Deuxièmement, il y a eu un changement, je pense, depuis 2015-2016 d'attitude, notamment, et là encore une fois par le leadership du souverain, où suite justement à ces épisodes très défavorables de Ban Ki-moon, des retours de Christopher Ross, etc., un changement aussi d'attitude, on va dire, on est passé à une diplomatie un peu plus offensive aussi, très active. Il faut savoir que voilà, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, à tous nos diplomates, mais aussi à tous les autres corps, au niveau de l'armée, des services de sécurité, tout le monde était impliqué dans les différents avions et allait travailler la question, pas seulement au niveau multilatéral, donc la question onusienne comme on le faisait au départ, mais aussi au niveau bilatéral, pays par pays, allait travailler. Et la diplomatie, c'est aussi beaucoup de négociations. D'ailleurs, on a vu des crispations, des tensions entre pays avec la France ou l'Allemagne. Qui en plus se caractérisent au niveau de différentes grilles de lecture. Il faut voir si ce pays, il faut trouver des convergences au niveau économique. Est-ce qu'il faut trouver des convergences au niveau sociétal? Est-ce qu'il faut trouver des convergences au niveau politique? Et donc, il y a cette impulsion et aussi de changement de doctrine au niveau, pas de changement de doctrine, mais on va dire d'orientation multipolaire de notre diplomatie, de la géopolitique marocaine, par le leadership du souverain, en allant voir des nouveaux partenaires et consolider de nouveaux accords. La Russie, la Chine, l'Inde, différents pays, avec des résultats et des fruits, comme l'a dit Nassal Bourita, tout ça a payé lors du vote le 31 octobre. Regardez l'interview du ministre des Affaires étrangères, il dit que, par exemple, la Russie s'est abstenue d'opérer un veto dans cette résolution, de par la visite de Sa Majesté le Roi en 2016 en Russie, et de par justement le respect qu'il y a eu par rapport à la figure du souverain, mais aussi des accords qu'il y a eu, voilà, notamment au niveau bilatéral avec la Russie, et ça s'applique aussi au niveau des autres relations avec des autres pays. Comme la Chine qui s'est abstenue, ou le Pakistan, mais apparemment le Pakistan c'est pour d'autres raisons, pour des raisons on va dire beaucoup plus internes avec le Cachemire, voilà, et le conflit entre le Pakistan et voilà, ils n'ont pas voulu avoir de contradictions, de paradoxes par rapport à leurs aussi questions stratégiques. Voilà. On est à la veille du 50e anniversaire de la Marche verte, 6 novembre 1975 et 6 novembre 2025. Donc 50 ans se sont écoulés. Cette résolution qui a été votée, on nous a confié les clés. Certains y voient le terme d'architecte en chef pour justement dérouler aussi cette proposition et ce plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Un plan qui, comme l'a rappelé d'ailleurs le souverain vendredi soir dans son discours royal, va être réactualisé, va être détaillé, va être reformulé et remis incessamment sous peu aux Nations Unies. Est-ce que l'enjeu pour vous aujourd'hui, véritable, ça va être un peu la mise en route un petit peu de tout ça, sachant que le mandat de la MINURSO, au départ il y avait ces rumeurs de 3 mois d'extension, en fait c'est 1 an, avec un bilan d'étape au bout de 6 mois et une supervision du secrétaire général des Nations Unies, et qui devra aussi tenir au courant les pays membres du Conseil de sécurité, quasiment du day-to-day. Est-ce que là-dessus, ça veut dire que le temps est un peu contre nous, il va falloir aussi aller vite, l'horloge est là? Il faut toujours rester sur cette cadence un peu accélérée, mais ne pas se précipiter. C'est une percée diplomatique majeure par rapport, parce que pour la première fois, on a justement une résolution qui consolide ou propose le plan d'autonomie comme la solution pour le règlement de ce problème. Il y a un aspect, encore une fois, il y a des grilles de lecture où il y a des échanges au niveau multilatéral. Il y a cette année, encore une fois, un élargissement de la MINURSO jusqu'à l'année prochaine, mais avec toujours le penholder, les États-Unis en pushback justement pour changer les choses par rapport à cela. On a globalement, on va dire, le renouvellement de ce Conseil de sécurité qui arrive avec des pays comme le Bahreïn, qui va remplacer l'Algérie à partir de janvier 2026. Donc qui est encore une fois beaucoup plus favorable pour, je pense, à mon avis, la prochaine résolution en octobre entérinée définitivement, en tout cas la question par rapport au déploiement justement. Qu'est-ce qui va jouer en fait? Est-ce que valeur aujourd'hui, elle est motivée selon vous, parce que je pas trop de mettre la pression psychologique, intellectuelle là-dessus, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va advenir. Il y a des interrogations qui subsistent aujourd'hui. Cette proposition d'autonomie qui date de 2007, elle a 18 ans, il va falloir qu'elle soit réactualisée. Tout le monde est toqué là-dessus, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va être réactualisé. Est-ce que là-dessus, il y a besoin et nécessité aussi d'ouvrir le débat en grand, le débat public aussi, pour que chaque citoyen aussi puisse s'approprier ce débat?
Avant justement de parler du déploiement du plan d'autonomie, parce qu'effectivement il a besoin, Sa Majesté l'a dit, il faut qu'il soit réactualisé à ce niveau-là, parce que les temps ont changé, parce qu'il y a des questions juridiques justement intégrées, mais il y a aussi des questions... Il y a peut-être une modification de la Constitution aussi pour constitutionnaliser les régions autonomes. C'est des choses qui vont prendre du temps. Il y a la question aussi, Sa Majesté l'a cité dans son discours, la question du retour aussi des réfugiés, donc du recensement. Oui. Ça aussi, c'est des questions qui doivent être traitées aussi au niveau de l'ONU, au niveau multilatéral. La question du recensement aussi, au niveau des camps par rapport au retour. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, si effectivement on aborde ce sujet qui est crucial de recensement, de refaire émerger l'autre enjeu aussi, en tout cas pour certains, du référendum? Je rappelle que quelques jours avant le vote au Conseil de sécurité, le Front Polisario s'est exprimé en disant « Nous, on est OK avec la proposition d'autonomie marocaine, sauf qu'on souhaiterait qu'elle soit validée par référendum par les populations locales. » Mais je rappelle... Donc, qui dit recensement ne veut pas dire forcément référendum. Mais je rappelle que dans la proposition marocaine du plan d'autonomie, notamment en 2007, il doit être validé par référendum. Et je rappelle aussi à nos auditeurs que le plan d'autonomie est une forme d'autodétermination. C'est ce qui a été rappelé notamment par le ministre, M. Nasser Boureta, et juste avant, lors de sa visite avec Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a dit « Nous sommes d'accord avec le plan d'autonomie, une forme d'autodétermination. » Sauf que vous avez vu comment, et vous l'avez relevé comme moi, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, notre ministre des Affaires étrangères, ne s'est jamais exprimé et n'a jamais employé le terme de référendum. Samedi soir. Donc voilà, on a l'impression aussi qu'aujourd'hui, c'est plutôt on ne sait pas trop. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des revendications, en tout cas exprimées par le Front Polisario bien avant le vote au Conseil de sécurité, qui ont demandé et exigé quelque part la tenue d'un référendum pour la validation de la proposition d'autonomie marocaine. Ça, OK là-dessus, il se plie, s'aligne. Mais nous, est-ce qu'on pourrait prendre la voie référendaire ou pas? Ce qui est clair aujourd'hui, et c'est pas qu'au niveau du langage diplomatique et de la résolution, mais aussi par rapport aux coulisses diplomatiques au niveau bilatéral, c'est qu'aucun pays, notamment aujourd'hui, aucun pays, à part ceux qui soutiennent la cause du Polisario et de l'Algérie, ils sont très peu, ne veut d'un nouvel État. Voilà, indépendant, ne peut avoir d'un nouvel État. C'est en gros, en somme, la substance de ce qui a été notamment voté le 31 octobre 2025. C'est ce soutien que la forme d'autodétermination qui peut exister aujourd'hui est adoptée quelle que soit la forme. Je rappelle juste que lors de la proposition 2007, la proposition qui a été faite côté marocain, c'est qu'elle soit adoptée par notamment les populations de provinces du Sud par voie référendaire. Donc quelle que soit la forme juridique, elle sera l'unique solution qui existe aujourd'hui, c'est la forme d'autonomie. Voilà. Mais a priori, au travers du vote... Il peut y avoir justement d'indépendance et d'un nouvel État qui puisse exister. Je pense que maintenant, c'est même plus le sujet, effectivement. C'est important que vous le rappeliez. Elle est motivée, mais se dire, voilà, aujourd'hui, quelle que soit la forme que prendrait, en tout cas, ce modèle de région autonome, c'est de se dire aujourd'hui, référendum, recensement, référendum, est-ce que ça doit faire l'objet, ou ça pourrait faire l'objet des sujets qui vont être abordés dans les futures tables rondes, qui vont être organisées sous l'égide des Nations Unies, qui vont se dérouler cette fois-ci, non pas en Suisse, mais aux États-Unis. Alors certains y voient un signal fort, c'est-à-dire effectivement, Donald Trump et ce leadership qui a été salué par le souverain d'avoir en décembre 2020, par décret présidentiel, ouvert cette porte. Oui. Et donc du coup, ces tables rondes vont se dérouler aux États-Unis. Est-ce que c'est là où tout va se jouer, selon vous? Comme vous l'avez dit, le push qu'il y a eu, c'est par rapport au style de l'administration américaine actuelle, de l'administration Trump, qui est très, on va dire, agressive dans un bon sens, c'est-à-dire de faire bouger en fait les lignes par rapport à plusieurs sujets, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau mondial, mais y compris cette question bien précise. Et là, vous touchez en fait le cœur du sujet, et c'est ce qui a été aussi souligné dans cette résolution, mais aussi par la prise de parole du représentant américain au sein des Nations Unies, c'est que là, l'autre partie prenante, réelle, ils ne peuvent plus s'en dérober, c'est l'Algérie. Et la question clé, qui veut régler, en fait, même au niveau juridique, la question du recensement ou par rapport à l'ouverture des frontières, etc., c'est d'avoir des négociations directes de paix, ce qui a été mentionné notamment lors de la résolution, entre les parties prenantes. Donc dans la résolution, on parle Maroc, Algérie, Front Polisario et la Mauritanie, mais en réalité, le cœur
par rapport à l'expression, par rapport à la communication de l'administration américaine, sa diplomatie, c'est que le Maroc et l'Algérie s'assoient à la même table. S'assoient justement à la même table pour trouver un règlement définitif entre les deux parties prenantes. En fait, en réalité, c'est surtout pousser l'Algérie à changer complètement de position pour s'inscrire dans une démarche de paix et de bon voisinage, rappelée par le souverain, notamment, dans son discours 31 octobre, où il a encore une fois... Mais cette fois-ci, ça s'adresse directement adressé au président Tebboune, il n'y a pas eu de réaction, en tout cas du président, il y a eu une réaction du ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. Si Mohamed Attaf, d'ailleurs, de mémoire, qui a fait une déclaration, je crois hier ou avant-hier, en disant que le Maroc avait forcé le passage pour cette résolution, et que. Je rappelle aussi que l'Algérie n'a pas voté pour, n'a pas voté contre, pas d'abstention, mais n'a pas voté du tout. Donc, dans la perspective de ces tables rondes organisées par les Nations Unies, par l'envoyé spécial d'Antonio Gutiérrez, et que ça va se dérouler aux États-Unis, est-ce qu'on peut s'attendre effectivement, selon vous, je sais que vous n'êtes pas devin, hein, mais c'est de deviner un petit peu quelle pourrait être l'attitude et la marge de manœuvre pour Alger, à partir du moment où ils n'ont pas voté. Je rappelle que c'est l'égalité internationale, c'est au moins voter lorsqu'il y a une élection, et surtout lorsqu'on est présent physiquement et qu'on est directement concerné par le sujet. Ils ont décidé de ne pas voter. Hein. Du coup, est-ce que ça peut induire aussi le fait que déserter les tables rondes futures organisées par les Nations Unies aux États-Unis, c'est aussi une option possible, voire probable? Je sais pas qui pourrait leur transmettre. Enfin, il vaut mieux. Enfin, à leur place, je le ferai pas. Personne n'aurait imaginé qu'ils n'allaient pas voter le 31 octobre. Ils n'ont pas voté. Donc, on peut dire, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une posture relativement linéaire par rapport à l'attitude qu'ils ont eue le 31 octobre? Non, je pense que les États-Unis, dans leur démarche aussi. Puis encore une fois, il y a aussi toujours la main qui a été tendue de notre côté pour venir s'asseoir directement. Bon, elle n'a jamais été justement. Il n'y a jamais eu de retour par rapport à cela. Mais aujourd'hui, les États-Unis, en tout cas par rapport à leur communication, on se souvient de la déclaration de Steve Witkoff et de Jared Kushner, les conseillers pour la médiation américaine, par rapport au Moyen-Orient, sur le délai de 60 jours pour trouver une solution, donc venir s'asseoir à la table. 60 jours, si ça va être un délai réel, mais c'est un délai aussi pour mettre, on va utiliser le terme, mettre la pression, et notamment sur la partie algérienne, pour venir s'asseoir et trouver un deal. Même de leur côté, je pense qu'ils parlaient justement de donner enfin, on va pas utiliser le terme, mais en fait de partager les ressources de leur sous-sol avec les entreprises américaines. C'est-à-dire qu'il y a les négociations bilatérales, trouver une solution de paix par rapport à cela. Donc, je pense que l'Algérie aurait intérêt justement à venir s'asseoir et trouver justement une entente avec son voisin, parce qu'on ne peut pas justement continuer justement à vivre côte à côte dans cette espèce de guerre froide qui n'a pas de sens et qui prive justement nos deux peuples respectifs de marché commun, de justement... Et puis c'est un jeu de l'Union pour le Maghreb, essentiellement d'ailleurs pour les peuples. Il n'y a pas qu'une approche business, mais il y a une approche aussi de connexion et de mélange au niveau des peuples. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, samedi dernier, à cette question de médiation justement à laquelle vous avez fait référence américaine. Il est prise de parole d'ailleurs des envoyés spéciaux de Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est-à-dire le Maroc et l'Algérie n'ont pas besoin de médiation. Oui. Donc voilà. Donc est-ce que c'est pour effectivement aller dans le sens de ce qui a été fixé en termes de perspective par la plus haute autorité de l'État, c'est-à-dire une discussion entre chefs d'État, puisque je rappelle effectivement le souverain a lancé une invitation au président Tebboune. Donc du coup, voilà, on vient pas brouiller le propos et la perspective, ou c'est pour d'autres raisons, peut-être pour ménager aussi les susceptibilités du côté d'Alger, d'avoir tenu ce discours-là et cette position-là. Donc le Maroc et l'Algérie n'ont pas besoin de médiateurs et de médiation américaine. Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a un aspect, il y a une volonté, vous l'avez bien cité, en deuxième lieu, de ne pas paraître, en fait, il ne faut pas qu'il y ait peut-être un acteur third party, un arbitre un peu trop pressant qui peut-être justement, en mettant un peu trop de pression sur l'une des parties, créer justement l'effet contraire, mais plutôt privilégier dans un premier temps, et ça c'est justement illustré dans le discours du souverain, d'avoir un canal direct, voilà, de une connexion directe. Une connexion directe justement au plus haut niveau des deux États,
pour d'abord essayer de trouver un terrain d'entente et puis peut-être le cas échéant avoir une médiation. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs médiations qui ont été tentées. On parle, pas confirmé, d'une médiation tentée par l'Arabie Saoudite récemment. Des Émirats Arabes Unis aussi. Je crois qu'il a été même rejeté officiellement dans un entretien du président algérien avec la presse. Je crois qui a confirmé cette médiation. Donc peut-être que justement l'approche proposée, c'est notamment au plus haut niveau de l'État, par le souverain et par notre diplomatie, c'est ouvrant un canal direct de négociation. Nous avons une histoire commune, nous avons un passé commun et nous devons avoir aussi un futur commun. Venez, discutons de manière directe. C'est ce qui tentant justement de dépasser nos différends. Tout à fait. Si dans l'hypothèse où effectivement, Ali Motaïb, l'Algérie, comme partie prenante pour une solution politique durable du règlement du conflit, je rappelle que l'architecture a été octroyée au Maroc, c'est officiel, consécration de cette résolution 2797. Si on n'arrive pas à s'entendre, si les deux pays, le nôtre et l'Algérie, n'arrivent pas à s'entendre, il y a certains experts en relations internationales, je citerai Pascal Boniface, qui dit qu'en fait, l'intérêt des deux pays, l'intérêt des pays de la région, l'intérêt plus largement du continent africain, c'est effectivement que ces deux puissances continentales, à savoir le Maroc et l'Algérie, arrivent à trouver un terrain d'entente. Oui. Il est allé, en tout cas c'est sa lecture, Pascal Boniface, jusqu'à dire, si effectivement il n'y a pas d'entente de trouver, il pourrait que cette résolution, en fait, elle devra être revue et corrigée dans les prochains mois. Est-ce que c'est ça qui est en jeu aussi aujourd'hui ? C'est-à-dire, l'Algérie ne joue pas le jeu de la médiation, interpellation directe et un appel du Maroc, effectivement, à pouvoir discuter, à pouvoir échanger, à pouvoir dépasser les différends. Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut faire plein de spéculations, on peut imaginer plein de scénarios, on peut effectivement s'engager dans telle ou telle voie, on peut dire qu'on peut aller dans un scénario où il y a des négociations, mais en coulisses, ça se passe autrement. On peut avoir une multitude de scénarios. Ce qui est aujourd'hui très important à noter, c'est que pour la première fois, on a un plan justement de négociation réaliste et, il faut le dire, en notre faveur. Il consolide en tout cas notre souveraineté. Notamment territoriale. Et c'est plutôt, en fait, la question qui doit se poser, c'est du côté algérien. En fait, s'il a raison, Pascal Boniface, c'est du côté de l'Algérie de se poser la question, si je ne m'assois pas, qui est en mauvaise posture aussi au niveau des négociations. Les négociations, c'est entre deux parties. Est-ce qu'ils ont intérêt à ne pas s'asseoir à la table des négociations ? Est-ce qu'ils ont intérêt à rester dans une posture obtuse et ne pas trouver de solution ? Si on peut parler, je ne sais pas si, et je ne suis pas un spécialiste du droit international, je ne suis pas juriste, est-ce qu'il va y avoir des amendements ? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a au-delà d'une résolution importante et juridique, il y a un momentum géopolitique mondial où je pense la plupart des grandes puissances, mais aussi des pays africains, des pays du Moyen-Orient, européens, veulent clore ce dossier qui n'a que trop duré aujourd'hui. Et donc il y a une posture aussi où on va dire la vérité aussi. L'Algérie est isolée également au niveau géopolitique. Elle ne s'entend pas qu'avec le Maroc, mais aussi avec ses voisins. Mali au sud, très difficile avec l'Union européenne, un peu, notamment avec la France et l'Espagne. Très difficile avec les États-Unis, des relations très exécrables avec les Émirats Arabes Unis, un peu chaud-froid, des relations à ce niveau-là avec la Russie également. L'Algérie n'est pas aussi dans la meilleure posture pour justement peut-être s'engager dans cette voie-là et donc aurait tout intérêt à venir. Aussi, tant que c'est possible, on va dire pour elle au niveau de ce que veut peut-être l'Algérie en termes de négociation, arriver à une solution. Parce que il faut rappeler que le Front Polisario, il est hébergé sur son territoire également. Voilà. Et que aussi, du côté des grandes puissances et du côté américain, il y a une volonté manifeste. Encore 3 ans pour l'administration, justement, de Donald Trump. Donald Trump qui veut absolument, on va dire entre guillemets, ce prix Nobel de la paix, donc veut arriver à un maximum de deals. On avait la série de deals au niveau des accords d'Abraham, au niveau de la premier mandat. Là, il faut qu'il y ait la série de deals de paix. Comme ce qu'on a eu entre la RDC et le Rwanda, comme le plan à Gaza, comme ce qui est en train d'être négocié par rapport à l'Ukraine, pour que Donald Trump puisse être justement fier de ses résultats. Voilà. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas réellement de médiation, enfin, en tout cas, en surface de médiation
américaine, est-ce que ça veut dire aussi que Donald Trump peut ou pourrait peser une fois de plus sur ce processus qui a été engagé et qui a été consacré avec cette résolution de 2787 au niveau des Nations Unies, et que c'est en fait qu'il y a beaucoup d'espoir pour que ces tables rondes soient fructives et qu'effectivement on aille véritablement au travers d'une solution politique et durable. Mais il faudra que Donald Trump, alors je ne sais pas combien il pèse, mais en tout cas qu'il pèse de tout son poids pour que ça se matérialise. On l'espère. Il y a dans une première étape, on l'a abordé de demande, en tout cas de tendre la main pour des négociations directes. Et puis voir après le cas échéant. En tout cas, comme on l'a dit, il y a aussi un momentum, une volonté des grandes puissances, et en premier lieu des États-Unis d'Amérique et de Donald Trump, pour clore ce dossier. Et le clore définitivement. Définitivement. Et donc à ce moment-là, oui, je pense qu'il y aura en tout cas un appui très fort de cette administration pour régler ce différend. Ce différend, en tout cas, les négociations en tout cas sont ouvertes. Ils devraient commencer à démarrer dans a priori les prochaines semaines, parce que je rappelle qu'il y a ce premier butoir de la MINURSO qui doit établir un bilan d'étape au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois. Ça, donc tout va symbolique. Oui, tout à fait. Tout va très vite. Donc au bout de 6 mois, on est déjà sur la période du mois d'avril. Exactement. Ouais, donc tout va extrêmement vite, même si on change d'année. C'est les périodes clés, phares, le mois d'avril, le mois d'octobre, de manière générale, sur cette question. Donc à suivre, et puis peut-être on y verra beaucoup plus clair d'ici le mois d'avril prochain. Tout à fait. Merci infiniment. Peut-être de nous l'occasion d'ailleurs de refaire un débat éclairant sur bilan d'étape MINURSO, et au travers de cette résolution 2797 qui doit être appliquée, mise en route, d'ores et déjà, comme la remise à niveau aussi du plan d'autonomie marocain, parce qu'il y a 18 ans qui se sont écoulés entre 2007 et 2025. Et ne pas oublier aussi, alors je ne sais pas si ça va être votre cas, 6 novembre 2025 aussi, de le fêter comme il se doit, et avec savourer ce moment, c'est comme on l'a dit. De le savourer avec du sens. Avec du sens, et peut-être un peu d'humilité aussi. Et d'humilité, totalement. C'est tout la symbolique du souverain aussi. C'est de dire qu'il y a une volonté de ne pas humilier l'adversaire, de ne pas avoir de vainqueur ni de vaincu. Et ça démontre aussi si je peux dire, le style, si je peux utiliser le terme aristocratique, voire royal, et aussi d'un vieil État. On n'a pas une volonté de faire du triomphalisme, ou malgré le fait que ce soit une belle victoire en réalité diplomatique, mais de garder cette humilité qui nous caractérise, voilà, et qui caractérise justement notre institution monarchique, mais aussi nos racines profondes de notre État et de notre peuple. Nous avons beaucoup d'humilité, tâchons de nous en souvenir et de savourer ce moment, mais avec beaucoup d'esprit et de sens. Merci, surtout de sens. Merci infiniment. Ali Mouteb, et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions éclairantes et pour l'invitation. Merci. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.